Alors Lydie, c'est un plaisir de vous rencontrer ici chez vous, dans votre domicile parisien. Oui. Alors, en effet, c'est dans cet espace que vous écrivez. Je n'ai pas de bureau, je n'écris jamais à Donc une c'est pas un table. bureau, c'est pas un table. J'écris sur un canapé, sur mon lit, mais jamais à un bureau. Mais comment ce divan, ce canapé vous inspire à écrire? Mais parce qu'il est confortable, il est voluptueux, il est doux, il est rouge. Lydie Salver liči na svoje knjige. Žestoka i raskošna, ekstravagantna i ranjiva, melanholična i puna optimizma. Njena proza je u stalnom traganju za harmonijom koju neumitno narušavaju tamni tonovi sudbine. Njen književni svet čine svekolika lica i naličija života koji treperi u ritmu porodičnih drama i surovih igara istorije. Rođena je 1948. na jugu Francuske u španskoj porodici koja je posle španskog građanskog rata izbegla od Frankovog režima. U Francuskoj završava najpre studije književnosti, a zatim studije medicine. Počinje da objavljuje relativno kasno, ali uspeh dolazi već sa prvom knjigom Izjava. Slede Moć muva, U društvu duhova, Dobre duše, Metod mila. Dobitnik je svih francuskih književnih nagrada, uključujući i onu najveću, Goncourtovu nagradu, za roman Bez plakanja. Njen život obeležile su 2 domovine, 2 jezika i 2 profesije. Vous avez la double formation, médicale et littéraire. Oui. Qu'est-ce que la psychiatrie et la littérature ont en commun? Elles s'appuient l'une et l'autre sur le langage. Mais il y a une chose qui m'a frappée depuis le début, c'est ce qui se passe entre un patient et vous, et ce qui se passe entre un livre et vous, et son lecteur, est de l'ordre de l'inévaluable. Ça ne se mesure pas. Oui, mais c'est toujours l'âme humaine qui est au centre. Oui, bien sûr, qui se révèle par le langage, par les lapsus, par la façon de dire, bien sûr. Le langage nous parle, nous révèle et indique 1000 choses de nous, de notre inconscient bien sûr, mais de notre statut social aussi. Est-ce que la psychiatrie vous a initié à écrire? Je pensais aussi à ce lien. Je ne suis pas sûre, quoique l'une et l'autre obéissent à une nécessité. Je pense que j'ai fait psychiatrie, mais je me dis ça aujourd'hui, pour réparer les enfances. J'étais pédopsychiatre, c'est ça que j'ai aimé. Réparer les enfances brisées, les enfances malheureuses ou les enfances douloureuses. J'ai fait ça longtemps. Et écrire, il me semble que j'ai écrit vraiment porté par une nécessité et parce que quelque chose était insupportable. Si on supporte telle et telle situation, je suppose qu'on n'écrit pas. On écrit devant l'insupportable. Donc il y a comme, il me semble voir de façon confuse un lien vraiment entre ces deux. Mais j'ai commencé par la psychiatrie parce que je ne me sentais pas autorisée à devenir écrivain. Ça me semblait inatteignable. Ça me semblait fait pour d'autres que moi. Il m'a fallu bien 40 ans pour me donner cette autorisation d'écrire. Mais disons quelque chose sur votre enfance. Parce que vous êtes né en France, oui. Des parents espagnols qui étaient réfugiés de la guerre civile espagnole. Oui. Alors, quelle était cette enfance française? Tu es une petite espagnole? Oui. Donc, jusqu'aux années 60, cette communauté espagnole qui s'est réfugiée en France va vivre en France comme sur une île espagnole. C'est-à-dire que les uns et les autres... Donc, c'était une sorte de petite Espagne? Petite Espagne. Dans la France. Voilà. Et les parents attendent, plus ou moins patiemment, que Franco soit chassé par les Européens et qu'ils puissent retourner chez eux. Donc je vis en Espagne en quelque sorte. De ce fait, je parle un français catastrophique. je reproduis les incorrections du langage de mes parents. J'en ai honte.
J'ai le sentiment que ça traduit le fait que mes parents sont étrangers, mal adaptés, mal insérés. Mais donc, quelle était cette enfance dans la famille? Quels sont ces souvenirs qui vous touchent? Ces choses qui reviennent aujourd'hui et que j'avais en quelque sorte mises dans un placard, je crois, que j'avais enterrées même, et dont les vannes se sont ouvertes récemment. C'est une enfance auprès d'un père, comment dire, qui a renversé toutes ses fragilités, ses humiliations, ses douleurs en pouvoir de domination et en pouvoir despotique, pour le dire simplement. Et nous vivons, mes 3 sœurs et moi, avec ce père qui nous fait peur, qui est très, très, très sévère et même brutal. Mais comme si c'était normal, j'ai le sentiment que tous les enfants ont peur de leur père, détestent leur père, souhaitent que leur père disparaisse. J'ai vraiment ce sentiment. Et il va falloir que mon père soit hospitalisé dans un service psychiatrique sous le diagnostic de psychose paranoïaque pour que je me rende compte que mon père est fragile, qu'il est même malade. Et je vais en ressentir une immense délivrance, je crois. Mais ça va arriver tard. D'autre part, il y a votre mère qui est douce, qui a un grand cœur, et qui est en effet qui est l'héroïne principale de votre roman, qui a eu le prix Goncourt. Pas pleurer. Oui, tout à fait. Alors, elle porte son vrai nom, Moncé. Elle est joyeuse, elle a un esprit ouvert. Et donc, je dirais que ce livre, c'est un hommage à votre Espagne. C'est hommage à un grand écrivain qui s'appelle Georges Bernanos. Mais en premier lieu, c'est une lettre d'amour, ou c'est une expression d'amour pour votre mère. Absolument, oui. Alors, elle était comment, votre Moncé? Elle ne voulait pas cultiver la douleur de l'exil. Elle disait, il faut avancer, il faut serrer les dents. Il ne faut pas se complaire dans la douleur, il ne faut pas se complaire dans la nostalgie. No llores, ne pleure pas. Il fallait avancer, il fallait se battre. Elle était très courageuse, je crois. Elle était destinée à rester petite paysanne dans un village de Catalogne dont sûrement elle ne serait jamais sortie. Elle aurait épousé, je suppose, un paysan catalan. Et en fait, la guerre, au fond, lui a ouvert le monde. Elle a découvert un autre pays, une autre langue, une autre culture. Elle a épousé un homme qu'elle n'aurait pas épousé sans la guerre. Donc c'est compliqué chez elle parce que la guerre est à la fois ce qui la fait souffrir et ce qui la délivre. Donc il y a la voix de votre mère, cette voix joyeuse, vraiment heureuse. Et d'autre part, il y a la voix de Georges Bernanos. Très sombre. Très sombre. Très désespérée. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Les grands cimetières sous la lune », où il décrit les atrocités qui se sont passées pendant ces premières années de la guerre. Pendant des mois, écrit Bernanos, des équipes de tueurs, transportés de village en village par des camions réquisitionnés à cet effet, abattent froidement des milliers d'individus jugés suspects. Et le très enfoiré archevêque de Palma, qui en est informé comme tout le monde, ne s'en montre pas moins chaque fois qu'il le peut et comme si de rien n'était, aux côtés de ces exécuteurs dont quelques-uns ont notoirement sur les mains la brève agonie d'une centaine d'hommes. Comme si de rien n'était, des recrues carlistes portant le Sacré-Cœur de Jésus cousu sur leurs chemises abattent au nom du Christ roi des hommes qu'un simple mot a déclarés suspects. Comme si de rien n'était,
l'épiscopat espagnol, vendu aux meurtriers, bénit la terreur que ces derniers instaurent, in nomine Domini. Et comme si de rien n'était, toute l'Europe catholique ferme sa gueule. Georges Bernanos, peut-être faut-il savoir qu'il était monarchiste et catholique fervent. Donc plutôt, il aurait dû être favorable au régime de Franco. Or, ce qu'il voit dès les premiers mois de la guerre civile, c'est que los nacionales, les nationaux, ainsi que s'appelaient les franquistes, font régner une terreur effroyable contre les républicains qui, eux, veulent sauver leur jeune république. Et il voit en même temps l'Église prêter main forte à cette terreur et collaborer à cette terreur. Et il va le dénoncer avec un certain courage dans ce livre qui s'appelle « Les grands cimetières sous la lune ». Pourquoi grands cimetières? Parce que les nationales allaient chercher les républicains chez eux la nuit, les mettaient dans des camions et allaient les abattre dans des cimetières. Ensuite, le prêtre venait donner la bénédiction. Je résume un peu, mais c'est comme ça aussi que ça s'est passé. Mais ce sont des épisodes très mal connus de l'histoire. Oui, sans doute, oui, sûrement. Les choses ont été dites plus tard, je crois. Il y a eu, bien sûr, hein, des méfaits, des crimes de part et d'autre. Et les républicains, notamment, ont pratiqué des crimes sur les prêtres. Ça, il faut le savoir aussi. Hein. Mais la terreur exercée par les nationaux a été terrible, vraiment terrible. Et Georges Bernanos est un des premiers à le dire. Dans ce livre, il y a l'histoire avec un grand H. Oui. L'histoire qui change les gens. D'abord, oui. Bernanos, catholique, oui. fervent, il devient quelqu'un qui commençait à penser mal oui. De l'Église catholique. Absolument. Votre oncle, qui était un communiste, oui. il était très épris du communisme, il commence sans s'en douter. Oui. Alors, qu'est-ce que l'histoire fait de nos vies? Mais mon père disait tout le temps, nous avons perdu cette guerre, mais nous avons gagné le sens de la lutte. Vous voyez? Donc, l'histoire les a fait souffrir, l'histoire les a en même temps émancipés, l'histoire leur a ouvert les portes de l'Europe. Hein? Ils seraient restés cantonnés dans leur petit village si la guerre n'avait pas eu lieu. L'histoire fait du bien et du mal, je crois. Dans quelle mesure cette histoire est liée au présent? Quand on parle de nationalisme... Mais justement, j'avais le sentiment en l'écrivant que ça résonnait très fortement aujourd'hui, parce qu'il y avait aujourd'hui un retour de ces nationalismes qu'on croyait plus ou moins, en tout cas moins véhéments, un retour des fanatismes, et des fanatismes religieux, on le voit à l'œuvre aujourd'hui, un retour de une sorte d'autorisation à dire la haine, comme dans les années terribles de la guerre. Il me semble effectivement que ce livre peut résonner aujourd'hui très fort et à plusieurs niveaux, effectivement. Sans nul doute, docteur, des crimes se commettent tous les jours dans les familles. Vous êtes bien placé pour le savoir. Tous les jours, des âmes sont violées, confisquées, usurpées, torturées et tuées devant des témoins lâches ou aveugles. Et lorsque je parle de crime, je parle de crime, docteur. Il ne s'agit en rien d'une image, vous l'avez bien compris. Lorsque je dis que mon père a tué ma mère, je dis que cette nuit-là, dans le camp d'Argelès, mon père a tué chez ma mère son désir de rire, de chanter et de dire n'importe quoi, son besoin d'aimer et de faire du bien, jusqu'à la réduire à ce qu'elle était au moment de sa mort officielle, une loque. Vos premiers romans, je les aimais beaucoup parce qu'ils étaient violents, très violents, ils étaient âpres dans la compagnie des spectres et dans la puissance des mouches. Vous parlez de ces familles qui ne fonctionnent pas,
où ce qui règne, c'est la haine, c'est de la haine. Oui, mais vous savez, quand vous êtes psychiatre, ce que vous constatez le plus banalement, c'est que dans les familles, souvent, c'est la guerre, c'est le conflit, c'est la douleur. En tout cas, toute mon expérience m'a fait dire ça, si bien que je me suis demandé si ça n'était pas dans la famille que s'inaugurait la haine et les haines ensuite qu'on va reporter sur la politique, sur le monde, etc. etc. C'est deux choses probablement qui me font écrire avec cette violence, cette dureté, ce tranchant, cette âpreté, le cœur haineux des familles. Et puis, ce que j'apprends aussi par la psychanalyse et Jacques Lacan, qui parle de l'amour en termes d'énamoration, et il écrit énamoration, H-A-I-N-A-M-moration. Ce sera difficile de traduire un verbe. Aïe, aïe, oui. Vous essaierez. C'est-à-dire que dans un même mot, il embrasse la haine et l'amour comme deux choses indissociables, comme deux choses qui ne se séparent pas. Et découvrant ceci, évidemment, jeune écrivain, j'en fais mon miel en quelque sorte, de cette complexité et de cette inséparation entre la haine et l'amour. Bon, l'amour est l'autre côté de la haine. Mais est-ce que, si on fait une comparaison, est-ce que la haine peut être plus forte que l'amour ou bien on peut la mesurer? On aimerait tant que l'amour soit plus fort que la haine, hein. Mais l'expérience historique nous fait dire que souvent la haine gagne et déclenche les guerres, hein. Alors dans le rapport amoureux, on peut dire que la énamoration, l'énamoration est fait de ces deux sentiments dans des parts diverses, et souvent c'est l'amour qui prime, en tout cas j'ose l'espérer. Mais ces temps-ci, je suis inquiète de voir la part des discours haineux dans les réseaux sociaux. Mais aussi dans les journaux. Dans les journaux. Dans les médias, dans le monde. Oui, oui, oui. On dirait que la haine gagne, oui, et menace nos démocraties d'ailleurs, hein. On peut le craindre en tout cas. Mais comment est-ce qu'on lutte comme psychiatre? Comment on lutte contre la haine? On peut dire que c'est ce qui est très difficile dans la haine, c'est qu'elle naît de notre pulsion de mort. Freud a dit qu'il y a chez tous une pulsion de vie et une pulsion de mort, une pulsion de détruire. Souvent, cette pulsion de détruire, cette pulsion de mort, elle est inconsciente. Elle ne se reconnaît pas comme pulsion de détruire. Comment agir contre ce qui relève de l'inconscient? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Le fait de savoir que L'homme qui marche était la sculpture la plus chère de tous les temps, elle fut adjugée en 2010 à Londres à 74 millions d'euros. Ce fait m'avait-il porté au respect? Avait-il joué dans mon enthousiasme? Cette idée me faisait horreur, mais je ne pouvais l'exclure. Nous vivions dans un monde qui définissait l'être par l'avoir et la beauté par son prix, je résume, et ces notions qui nous étaient insidieusement inoculées pouvaient, sans que nous le voulions et que nous en ayons conscience, s'imprimer en nous et devenir nôtres. Pour être un trésor marchand, L'homme qui marche était-il pour autant un trésor artistique? L'art n'était-il pas précisément ce qui ne se peut évaluer, ce qui est précisément inestimable en termes financiers, ce qui reste souverainement étranger à toutes les nécessités sociales, à leurs lois comme à leurs valeurs, ce qui est d'une inconditionnelle et scandaleuse liberté? Marcher jusqu'au soir, votre nouveau roman raconte une nuit que vous avez passée dans le musée Picasso. Oui. Alors, quel est le sentiment de passer une nuit seule dans un musée? C'était au centre de Paris. Oui, c'est le contrat de la collection qui propose à des écrivains
de passer une nuit dans un musée et ensuite d'écrire le récit de cette nuit. Et ce que j'ai essayé de dire ou de faire, c'est d'inviter chacun à ne pas succomber à l'intimidation qui nous fait admirer ce qu'on doit admirer, qui nous fait aimer ce qu'on doit aimer. Et donc j'ai pris un malin plaisir, enfermé dans le musée Picasso, à dire « je n'éprouve rien, je ne sens rien ». C'était une façon de dire « je n'obéis pas aux ordres, à l'intimidation de la grande culture qui me disent qu'il faut aimer et pas aimer ». Je démarre comme ça et ensuite je vais... Mais vous êtes devant la sculpture que vous aimez. Oui, infiniment. C'est Giacometti, c'est l'homme qui marche. L'homme qui marche. Donc c'est quelque chose que vous adorez. J'adore. Alors cette nuit, vous n'avez pas adoré. Alors j'adore d'abord parce qu'elle me semble résumer la condition humaine mieux que toute autre figure. Un homme sans aucun des attributs sociaux ou des attributs de pouvoir qui font ce que les hommes aiment dans la vie, réduit à presque rien, à son essence, à sa fragilité, à sa vulnérabilité, un peu courbé par le poids de la vie et peut-être déjà le poids du temps et de la mort, mais qui, malgré cette fragilité, malgré cette vulnérabilité, malgré ce fait qu'il n'est presque rien, l'homme qui marche, qu'il est presque un squelette, oui. Un homme qui va vers l'avant, qui marche, parce que marcher, c'est être vivant. Mais il y a encore une chose que vous découvrez cette nuit dans le musée. Alors, vous avez visité vous l'appelez la maison intérieure. Oui. Donc, vous évoquez vos souvenirs de l'enfance. Oui. Et vous vous souvenez aussi d'une soirée mondaine où vous avez atterri par hasard et que la maîtresse de maison vous dit « elle a l'air modeste oui. ». Et c'est quelque chose qui vous blesse. C'est le ton sur lequel est dit cette « elle a l'air bien modeste », qui est le ton de la grande bourgeoisie. À ce moment-là, moi qui ai fait tant d'efforts pour acquérir la culture dominante, le parler dominant, les bonnes manières, etc., j'ai l'impression, devant cette femme qui dit « elle a l'air bien modeste », que je suis au fond démasquée et que mes origines sociales sont incrustées dans mes manières, dans mon visage, dans tout mon être. Et j'en éprouve une sorte de révolte, comme si je ne pouvais pas m'en défaire. Mais ensuite, évidemment, je vais vraiment renverser cette modestie que je vis dans un premier temps presque comme une injure. Je vais la renverser en vertu. Vous parlez aussi de la modestie de Giacometti. Oui. Et de ce sentiment qu'il avait, qu'il échoue tout le temps, qu'il est raté tout le temps. C'est extraordinaire. Quel est ce lieu d'un écrivain? Je vous pose cette question en tant que psychiatre. Donc, l'artiste, est-ce que c'est quelqu'un qui se sent toujours raté? Alors, ou bien qui se doute tout le temps si ce qu'il fait est assez bien? Giacometti, qui ne cesse de faire, défaire, refaire, qui dit qu'il n'arrivera jamais à donner à ses figures la force du vivant, la force d'un regard, l'invisible d'un visage. Et il tend sans cesse à essayer d'attraper cet inatteignable, de la même manière que les écrivains courent après l'innommable. Mais Picasso, par exemple, n'est pas du tout... Il était complètement différent, il était très sûr de lui-même. Il est sûr de lui, il est conquérant. Lui, ce qu'il aime, c'est trouver. Il dit « je ne cherche pas, je trouve ». Alors que Giacometti, ce qu'il aime, c'est chercher. Quel est ce lieu, un écrivain, d'où sort l'écriture? Les psychiatres et les psychanalystes ont beaucoup réfléchi là-dessus, les philosophes aussi. Mais moi, je pense que c'est une nécessité. Je pense vraiment que c'est une nécessité. Devant l'insupportable, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que s'il n'y a pas d'insupportable, il n'y a pas d'écriture. J'ai l'impression que chez Thomas Bernhard, chez Woolf, chez Genet, chez Beckett,
c'est écrire ou mourir. Moi, j'ai quelques... Je n'oserais jamais annoncer des choses aussi énormes. Je vais mourir si je n'écris plus. Mais c'est vrai que les périodes où je n'écris pas, j'ai l'impression que quelque chose manque à la vie, qu'une saveur manque, que quelque chose manque. Mais qu'est-ce que vous avez découvert de vous-même, un écrivain? D'abord, qu'il fallait infiniment de temps pour aborder les choses qui vous ont constitué, et qui vous ont fait, pour les comprendre, pour les appréhender, plutôt que... Il faut du temps pour appréhender ces choses-là, infiniment de temps. Et je me dis parfois que j'aurais pu passer une vie, par exemple, sans dire cette enfance avec ce père qui m'effrayait. C'est quelque chose que j'avais mis dans un placard fermé à triple tour et qu'il m'a fallu un temps infini pour arriver à convertir cette douleur, cette peur enfantine en écriture. Voilà, convertir. Écrire, c'est convertir, je dirais. Une douleur, ou même une joie d'ailleurs. Nabokov convertit sa joie en écriture. Ou une peur, ou une difficulté, convertir. En faire autre chose.